Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, la métaphore est culinaire et les régimes ne s'affichent pas que dans la presse féminine. Paris-Normandie, Valls serre la ceinture. Aujourd'hui en France, Valls nous met au régime. Libération, plan d'économie, la douloureuse Vaucluse Matin, Valls présente l'addition. Diète brutale, mais pas de bouleversement de fond. Le Figaro, mini-cure de rigueur, maxi colère au PS et l'Opinion qui résume austérité 1, réforme 0. Valls et les économies, c'est le roman des journaux ce matin. Oui, et une chose est sûre, ça ne rigole plus. Et dire que dans la présidence normale, tant rabâchée par François Hollande, ce devait être au bout de 2 ans de quinquennat le temps de la redistribution, ironise Stéphane Grand dans l'Opinion. Jour de diète, nous dit Dominique Quignot dans La Croix. Les gels de printemps, ça pince, renchérit Hervé Favre dans La Voix du Nord. Du brutal donc. Les forts sans le souffle, écrit Henri Gibier dans Les Échos. Le Premier ministre n'y a pas mis de fioriture. Sanglé dans son costume anthracite, la mine sombre, on aurait même pu croire que Manuel Valls portait le deuil encore tout frais. Des espoirs nourris en haut lieu d'obtenir un nouveau délai avant de ramener le déficit public sous la barre des 3%. Bon, de fait, tout le monde a entériné le changement de style. Les images oscillent entre le militaire et le torero. Et Nicolas Bétou se réjouit dans son éditorial de l'Opinion. Il avait assuré à tous ses électeurs perdus « J'ai entendu la demande de justice sociale ». À tous ceux qui l'ont cru, François Hollande a répondu en assénant un grand coup d'austérité sur le pays. Sauf que pour le reste, on a l'impression d'avoir déjà lu ces commentaires-là. Le mot qui revient, c'est flou. Rien sur une 6e République allégée, énumère Yann Marek dans le Midi Libre. Rien sur le mammouth, rien sur nos déficits. C'est à croire que le bateau France est un navire ingouvernable. Ces coups de rabot, conclut encore Henri Gibier dans Les Échos, qui frappent uniformément, donc avec une certaine injustice, le budget vital de millions de Français, ressemblent à une prime de nuisance que les politiques font payer au corps social pour compenser leur propre incapacité à le réformer en profondeur. On parlait, Natacha, des sondages à l'instant avec Laurent Guimier dans le Vrai Faux de l'Info. Eh bien, on y revient ce matin dans la presse. Oui, puisqu'on voit s'agiter les pronostiqueurs professionnels en prévision des élections européennes et la purge de Manuel Valls ne devrait rien arranger. Le Point s'amuse d'une UMP totalement déboussolée où chacun lance ses coups en ordre dispersé, pour ou contre l'Europe. Mais il faut surtout lire l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert, qui s'appuie sur le dernier livre de l'universitaire américain Robert Kaplan, La revanche de la géographie, pour nous donner une petite leçon. C'est une nouvelle Europe, écrit Franz-Olivier Gisbert, qui est en train de se construire sur le décombre de l'ancienne. Une Europe de plus en plus allemande, dont la capitale devient Berlin. Après l'axe franco-allemand, voici l'axe germano-allemand. Voilà le grand fait géopolitique contemporain. Et d'énumérer les atouts de notre voisin, modernisme, décentralisation, sous des dehors tranquilles. À en croire Malraux, écrit-il encore, De Gaulle avait porté le cadavre de la France en faisant croire qu'elle était vivante. Au contraire, pour ne pas effrayer ses voisins, le chancelier Kohl a porté le corps de l'Allemagne en faisant croire qu'elle était morte. Bon, je précise que Franz-Olivier Gisbert est farouchement pro-européen et que son article est censé nous donner envie de plus d'intégration européenne. Non, parce qu'on aurait pu se tromper, en fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui risquent de ne pas bien comprendre le message en mai prochain. Notamment ceux dont parle Christophe Gulli dans Le Nouvel Observateur. Le géographe revient sur le vote des municipales et sur la différence qu'il établit entre vainqueurs et vaincus de la mondialisation. Le modèle républicain est mort, déclare celui qui décrit une société multiculturelle, faite de communautés rongées par l'angoisse d'être minoritaires. La malédiction de la gauche, dit-il, c'est d'avoir gagné la mairie de Paris en 2001. Aujourd'hui, si on veut gagner la France, il faut perdre Paris. Pourquoi ? Parce que les métropoles concentrent des populations spécifiques. 2/3 des immigrés extracommunautaires et 60% des cadres. Les classes populaires non immigrées, elles, sont ailleurs. Alors un peu plus loin dans le journal, Gilles Kepel, spécialiste des banlieues, souligne pourtant le nouveau paradoxe. Les musulmans, après le mariage pour tous, ont rejoint dans leur motivation de vote certains électeurs tentés par l'EFN. Sentiment d'exclusion et conservatisme sociétal. Alors qui peut prévoir ce qui sortira de tout cela ? On fait de la psychologie, non pas de la psychologie politique, mais de la psychologie chez l'enfant. Mais oui, pourquoi les enfants passent-ils par une phase macho et belle princesse ? Et bien loin des expérimentations scolaires, il faut lire le dernier numéro de Sciences humaines, Psychologie de l'enfant, état des lieux. Alors il y a des articles sur tout, ce que vivent les fœtus, comment s'acquiert le langage, ce qui favorise l'apprentissage des mathématiques, et tous sont passionnants. Comme l'entretien donc avec Anne Daflon-Novel, psychologue, qui explique que les enfants dès 5 mois distinguent les personnes selon leur sexe. Et vers 4 ans, ils entrent dans une phase d'affirmation des codes sexués qui normalement va s'atténuer vers 7 ans. Alors à la lire, on comprend que ce qui pose problème, en fait, c'est un environnement qui est de plus en plus sexué dans les jouets, dans la publicité, dans les fictions. En fait, c'est une question de marketing que les discours à l'école ne changeront pas forcément.
On parle de la vie des stars ou des anciennes stars quand le rideau est tombé. Mais oui, le Figaro revient sur un sujet qui a défrayé la chronique, les déboires des anciennes stars ruinées, âge tendre et gueule de bois. Rika Zaraï, Georgette Lemaire, Marthe Mercadier, Linda de Souza, toute une génération d'artistes nés entre 1914 et 1940 survit dans la misère alors même que la télévision ne cesse de recycler leur image dans des émissions d'archives. Les paillettes ont un triste éclat quand la fête est finie. La petite gourmandise pour finir, vous l'avez trouvée dans JQ. Oui, dans JQ ce mois-ci, il n'y a pas seulement les phrases de Sophie Marceau contre François Hollande qui s'est comporté comme un lâche, un goujat. Non, il y a aussi un article sur le food porn. Alors c'est quoi le food porn ? Oui, Eh bien c'est c'est cette mode des photos de nourriture conçues sur le modèle des photos érotiques où la sauce coule, où les aliments sont brillants d'humidité. Tout ça évidemment pour nous convaincre de céder à un plaisir coupable. Et là c'est l'analyse qui émane d'une ex-ardeuse, parce qu'ils sont allés interroger quand même des gens, experts, des experts. Alors évidemment ça marche surtout dans la junk food, bien grasse, bien sucrée. Mais un chef s'est aussi agacé ces derniers temps, un chef est doublement étoilé au Michelin, que ses clients photographient le plat, le commentent sur Twitter et finissent donc par manger froid. En fait, la vie par procuration et par selfie, mais sans beaucoup de plaisir, c'est ça la modernité. Il paraît qu'il y a des restaurants où on n'a plus le droit de prendre ses plats en photo. Mais voilà. Oui, justement, d'abord parce que c'est un manque de respect pour le plat qui arrive juste comme il faut. Il faut respecter le plat. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1.